On va mettre de côté juste un instant les grandes guerres d'indépendance qu'on connaît tous. Parce qu'en fait, tout commence bien avant, dans cette période un peu oubliée mais absolument cruciale de l'entre-deux-guerres. C'est là, entre 1919 et 1935, que les toutes premières graines de la décolonisation ont vraiment été semées au Maghreb. Et cette phrase de l'historien Jacques Berck, elle résume tout. Elle capture parfaitement l'atmosphère de l'époque. Après la Première Guerre mondiale, on sent bien que ça gronde, qu'il y a un mécontentement. Mais c'est quoi exactement? Un simple désir de réforme? Une envie d'autonomie? Ou déjà l'indépendance totale? En vérité, à ce moment-là, personne ne le sait vraiment. Et c'est ce malaise, complexe, ambigu, qu'on va essayer de décortiquer ensemble. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment est-ce qu'on passe d'un sentiment un peu diffus, d'un malaise général, à de véritables organisations politiques bien structurées, avec un but précis? C'est tout ce cheminement, toute cette maturation qu'on va suivre pas à pas. Bon, pour commencer, il faut bien avoir en tête qu'à cette époque, il n'y a pas un Maghreb, mais des Maghreb. Juste après la guerre, la situation est radicalement différente d'un territoire à l'autre. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ils sont tous sous domination française, oui, mais les formes de résistance qui commencent à naître n'ont, elles, pas grand-chose à voir. Et là, la différence, elle est flagrante, hein. En Tunisie, on a déjà un mouvement politique assez clair qui s'appuie sur une vieille tradition d'État. L'Algérie, elle, qui est une colonie de peuplement, est encore dans ce fameux malaise dont parlait Berck. Et puis le Maroc, qui est un protectorat plus récent. Eh bien, il faudra attendre encore une bonne décennie avant de voir émerger une opposition politique organisée. Le mécontentement est partout, oui, mais il ne s'exprime pas du tout de la même façon. Et cette différence, justement, elle va s'exprimer de deux manières principales qui sont presque à l'opposé l'une de l'autre. D'un côté, on a la lutte armée, la résistance traditionnelle, et de l'autre, une action politique complètement nouvelle pour la région. On voit bien la fracture ici. D'un côté, la résistance armée dans les montagnes, qui continue un peu les vieilles luttes d'avant la colonisation pour défendre sa terre, sa tribu, et de l'autre, une action politique qui naît dans les villes, portée par une nouvelle élite, qui va utiliser les armes de l'adversaire, les journaux, les partis, les élections. C'est vraiment deux mondes, deux stratégies qui se font face. La guerre du Rif, c'est l'exemple le plus spectaculaire de cette résistance armée. Abdelkrim, ce n'était pas juste un chef de guerre. Il a vraiment essayé de créer un État moderne, la République du Rif, en s'appuyant sur une vision réformée de l'islam et en cherchant des soutiens à l'international. Bon, il a fini par être écrasé par une coalition militaire immense, ce qui a montré les limites de la lutte armée. Mais son combat a eu un écho énorme et a, en quelque sorte, annoncé les luttes à venir. Alors, pendant que les fusils parlent dans le Rif, un tout autre front s'ouvre, plus politique. En Algérie, on voit apparaître une figure assez fascinante, l'émir Khalid. C'est le petit-fils du grand Abdelkader, le héros de la résistance. Mais lui, il choisit une arme radicalement différente, le bulletin de vote. C'est un ancien capitaine de l'armée française et il va se servir des élections à Alger pour porter les revendications algériennes. Il prouve en fait que l'opposition peut naître au cœur même du système colonial. Et petit à petit, ces premières tentatives, qu'elles soient armées ou électorales, elles vont commencer à s'organiser. On entre dans l'ère de la naissance des premiers vrais partis, des premières associations politiques, chacun avec sa propre identité, ses propres buts. On voit bien ici comment les choses se mettent en place progressivement, et avec des styles très différents. Le Destour en Tunisie, qui joue la carte de la légalité, de la Constitution. L'étoile nord-africaine, qui est née en France au milieu des ouvriers immigrés et qui est beaucoup, beaucoup plus radicale. Les oulémas en Algérie, qui eux misent tout sur l'identité, la culture, la religion. Et enfin le Maroc, qui arrive un peu plus tard dans la partie, avec un programme de réforme assez prudent. C'est vraiment quatre approches distinctes. Cette devise, elle est d'une force incroyable. Pour l'association des oulémas et des figures comme le cheikh Ben Badis, tout part de là, d'une affirmation culturelle. Pour eux, avant même de réclamer un État, il faut redéfinir ce qu'est la nation, en martelant religion, langue, patrie. Ils posent les bases d'une identité algérienne qui n'est pas l'identité française. Ils combattent l'assimilation sur le terrain des idées. En Tunisie aussi, ça bouge. Le mouvement évolue. Une nouvelle génération, avec à sa tête un jeune avocat du nom de Habib Bourguiba, trouve que le vieux Destour est un peu trop timide. Ils vont donc créer le néo-Destour. Et leur grande idée, c'est une idée tactique. Ils comprennent que pour vraiment peser, il faut aller chercher les masses, sortir des villes, mobiliser les campagnes et ne plus avoir peur de la confrontation directe avec les autorités. Et là, on arrive à une année charnière, une année clé, 1930. Cette année-là, 3 événements, 3 actions des autorités coloniales vont, sans vraiment le vouloir, mettre le feu aux poudres et unifier l'opposition dans tout le Maghreb. C'est un vrai tournant. En l'espace de quelques mois, c'est comme si 3 bombes étaient lâchées. En Algérie, la grande célébration du centenaire de la conquête française. En Tunisie,
un énorme congrès catholique international, et au Maroc, une loi qui vient toucher au cœur de l'identité du pays. Chacun à sa manière, ces 3 événements vont être vécus comme une véritable agression. Imaginez un peu le truc. Célébrer en grande pompe les 100 ans de la colonisation. Pour les Algériens et surtout pour les intellectuels comme Ferhat Abbas, c'était la glorification d'un système d'oppression. Ces fêtes ont été perçues non pas comme un moment de partage, mais bien comme la preuve que le régime colonial n'était qu'une machine administrative, froide, sans aucune considération pour le peuple qu'elle dominait. En Tunisie, le choc est plus symbolique, plus religieux. Organiser ce gigantesque congrès catholique sur les ruines de l'antique Carthage, Carthage, le symbole de la résistance à Rome, s'est perçu par la jeunesse tunisienne comme une nouvelle croisade, une tentative de reconquête spirituelle qui vient menacer directement l'identité musulmane du pays. L'affront est énorme. Et au Maroc, la provocation est juridique, mais tout aussi politique. Le Daïr berbère, en gros, c'était une loi qui visait à séparer juridiquement les populations berbères des populations arabes. La réaction est immédiate. Les jeunes nationalistes des villes, comme Alal Al-Fassi, y voient la manœuvre classique du diviser pour mieux régner. Et ils organisent des manifestations dans les mosquées de tout le pays. Pour beaucoup de Marocains, c'est la fin des illusions sur les bonnes intentions du protectorat. Alors, après le choc de 1930, forcément l'ambiance change, le climat se durcit. Et vers 1935, on arrive à une sorte de point de blocage. La voie des réformes, des négociations en douceur, elle semble complètement bouchée. La confrontation directe, elle, paraît de plus en plus inévitable. À ce moment-là, tout semble converger pour créer une situation explosive. D'abord, la crise économique mondiale qui frappe durement et qui aggrave les tensions sociales. Ensuite, la réponse des autorités qui est quasi uniquement répressive. Du coup, les modérés perdent toute crédibilité et les mouvements se radicalisent. Et pour couronner le tout, avec la fin de la résistance armée au Maroc, toute l'énergie de l'opposition se concentre désormais sur le champ politique. Le décor est planté pour la suite. On se retrouve donc en 1935 à un véritable carrefour. Les mouvements nationalistes sont face à des choix stratégiques majeurs. Est-ce qu'ils vont s'allier au communisme international? Est-ce qu'ils vont essayer de construire des démocraties sur le modèle de l'Europe? Ou bien est-ce qu'ils vont chercher une troisième voie, comme le suggéraient les oulémas, une voie fondée sur leur propre identité culturelle et religieuse? Toute l'histoire des décennies qui vont suivre va dépendre en grande partie de la réponse à cette question.